On va attaquer le sujet de l'inflation et des banques centrales. Sujet incontournable, évidemment, en cette fin d'année 2021. Ça fait 10 ans que les banques centrales nous parlent de l'inflation pour nous dire qu'on en manque. Et là, pour la première fois depuis 10 ans et plus, on se demande si on n'a pas un peu trop d'inflation peut-être dans les tuyaux. Donc ça va être l'objet de notre discussion avec 3 invités qui vont me rejoindre sur scène, 3 économistes, spécialistes des marchés, investisseurs également. On va discuter de ce sujet pendant 45 minutes environ. Et encore une fois, toutes vos questions seront les bienvenues. On essaiera d'en traiter le maximum s'il y a des questions dans la salle. Et puis bien sûr pour toutes celles et ceux qui nous suivent à distance, en ligne, avec la plateforme de streaming. 3 invités que je vais vous présenter dans un instant, qui sont déjà là. Marc Toiti, Christian Parizeau, Florence Barjou. Venez les amis, montez sur scène, sous les applaudissements du public. Bonsoir à vous 3. On va installer quelques petits fauteuils. Je vous présente dans les formes Florence Barjou qui est avec nous, directrice des investissements de Lyxor. Bonsoir Florence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Christian Parizeau, là aussi figure bien connue de l'analyse économique parisienne. Vous êtes aujourd'hui président d'Altair Economics. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, Christian. Bienvenue. Et vous êtes toujours conseiller économique auprès de votre maison historique Aurel BGC. Et Marc Toiti qui est avec nous, autre figure bien connu de l'économie française, économiste et fondateur, président du cabinet ACDFI. Bonsoir Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous 3 d'être là. Je voulais, un petit sondage ici pour commencer, pour savoir un petit peu votre état d'esprit à vous là dans la salle sur les banques centrales et l'inflation. La question c'est est-ce que les banques centrales alimentent une bulle? Ma question c'est est-ce que les banques centrales en font trop? Qui pense aujourd'hui, la petit vote à main levée peut-être pour prendre la température parmi vous, qui pense aujourd'hui que les banques centrales en font trop sur les marchés? Alors, quelques mains qui se lèvent. Ouais, c'est assez partagé en fait. Je pensais qu'il y aurait plus de mains. C'est assez équilibré. Et ben, c'est la question que je vous retourne en fait, Florence, Christian et Marc, et même peut-être plus précisément un peu notation patinage artistique, note technique et note artistique de 1 à 10. Combien est-ce que vous notez l'efficacité, la pertinence de l'action des banques centrales à travers cette crise pandémique, Florence? Alors, moi j'ai envie de dire qu'il faut distinguer l'action pendant la crise. Et donc pendant la crise, je mets un 10. Parce qu'il y avait, il y avait de facto, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. On était quand même dans un moment qui était extrêmement compliqué pour l'économie, pour les marchés, des risques potentiellement de liquidité. Et donc il fallait des mesures fortes. Et heureusement d'ailleurs qu'on avait déjà eu 2008, qu'on avait eu 2011 en Europe, que psychologiquement on était prêt à avoir des taux négatifs, à avoir du QE, tout ça. Sinon on aurait été vraiment démunis. Donc pendant la crise, j'ai envie de dire 10. Et maintenant, la question, c'est comment on en sort. Ouais, en régime de croisière. Comment retrouver un régime de croisière? En régime de croisière, qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, la question que vous avez posée, c'était est-ce qu'aujourd'hui, les banques centrales en font trop? Et c'est ça la vraie question. Bon, on va y répondre, mais sur l'action des banques centrales pendant la crise, pendant cette crise, Christian? Je suis du même avis, c'est-à-dire que 10 sur 10 aussi. Durant la crise, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Il fallait que les États interviennent massivement. Fallait faire presque une écriture comptable, parce qu'on a bloqué l'activité économique et il ne fallait pas qu'en bloquant cette activité économique, on détruise du capital. Donc, comment on fait ça? Il fallait que l'État comprenne les pertes. Finalement. Mais l'État tout seul n'aurait pas pu financer ces pertes sur les marchés, donc il fallait que les banquiers centraux interviennent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un jeu d'écriture qu'ils ont fait pendant cette crise économique. Parce que quelque part, la dette qu'auraient dû avoir les entreprises, parce qu'elles étaient à l'arrêt, a été prise par l'État, par les subventions, par tous les mécanismes qu'on a connus. Les États, après, ont revendu cette dette aux banquiers centraux qui le gardent dans leur bilan. Et donc finalement, on a juste passé le coût de cette dette et ça a évité surtout qu'on détruise de l'emploi, qu'on détruise du capital. Donc ce mécanisme-là qui a été fait dans les pays développés est une très bonne chose. La seule question aujourd'hui, c'est que d'une part, fallait le faire pour le Covid et pas continuer à le faire maintenant. Parce qu'on n'est plus du tout dans la même problématique. C'est-à-dire que là, c'était un jeu d'écriture. Maintenant, on est dans un financement de l'économie. Ce n'est pas du tout la même chose aujourd'hui que de financer un déficit public qui va avoir un impact économique et qui va avoir des impacts sur la croissance et sur l'activité que de financer ce jeu d'écriture. Donc aujourd'hui, je dirais que sur le passé, c'est 10. Ouais, en termes de gestion de crise, mais c'est impeccable. C'est là maintenant qu'on va vraiment voir leurs compétences, c'est la sortie de crise. Oui. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on sort de la crise. Ça reste une bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle pour le banquier central. Parce que là, ça devient compliqué.
Marc, sur l'action pendant la crise des banques centrales? Moi, je vais essayer de me démarquer parce que sinon je vais dire oui, je pense la même chose et que là c'est un peu embêtant. Moi j'ai envie de dire oui, évidemment, globalement elles ont bien agi, mais j'ai quand même mettre 8 sur 10. Parce que, en fait, je pense que c'était aussi, entre guillemets, du boulot des banques centrales d'essayer d'aider, entre guillemets, ou d'insuffler auprès des dirigeants politiques de ne pas lâcher trop. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas si Christian était là, mais on avait fait une réunion à Bercy avec Bruno Le Maire, et moi, je lui avais dit, tout simplement, je dis, faites attention, vous lâchez trop. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'on avait le choix ou pas? Les Allemands ont beaucoup moins lâché, les Américains également. Et donc nous, le problème, c'est que, moi, ça fait des années, quand je suis allé voir les politiques, on leur dit, faites attention, si vous augmentez la dette publique, les taux d'intérêt vont augmenter. Donc c'est dangereux, ça va casser la croissance. Maintenant, ils vous disent, mais arrêtez vos bêtises. Plus ma dette publique augmente, je rappelle qu'on est quasiment à 120% du PIB en France, plus les taux d'intérêt baissent. Alors ça remonte un petit peu. Et ça, c'est ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral. C'est-à-dire, en fait, comme on n'a pas de sanctions, on continue. Vous voyez, je rappelle la dette grecque, par exemple. Parce que, moi, je me rappelle pendant la crise grecque, vous vous souvenez, on avait une dette grecque de 170% du PIB, la dette publique. À l'époque, les taux d'intérêt à 10 ans étaient montés à 35%. Alors, bon, après, il y a eu la crise, on a annulé une partie de la dette, bon, très bien. Donc la dette est retombée. Ensuite, elle est remontée. Là, aujourd'hui, on a combien? On est à 210% de dette grecque. Or, les taux d'intérêt à 10 ans, ils sont à combien? Ils sont tombés jusqu'à 0,7%. Vous vous rendez compte? C'est quand même un problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, prêter à la Grèce, c'est comme si on confiait des bonnes bouteilles à un ivrogne, si vous voulez, en espérant qu'il va nous les rendre. C'est un peu compliqué. J'aime beaucoup les Grecs. Il y a une règle de ce point de vue-là ou pas, Marc? Parce que le niveau de dette, il est très élevé au Japon, il est très élevé en Argentine. L'Argentine fait défaut tous les 5 ans. Le Japon n'a jamais fait défaut. D'accord, sauf qu'on peut comparer l'Argentine et le Japon, et l'Argentine et le Japon et la zone euro. La zone euro, justement, on le voit aujourd'hui, la zone euro, c'est une économie qui n'est pas terminée. C'est une zone qui n'est pas terminée. Donc moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, justement, donc voilà pourquoi 8 sur 10, je pense que les banques centrales n'auraient pas dû dire bon, on lâche tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et globalement, donc le fait est qu'aujourd'hui, on sort de la crise avec des dettes publiques qui sont complètement disproportionnées. Mais parce qu'on me dit oui, mais on n'avait pas le choix. Mais la France, vous savez combien il y a de pays de l'Union européenne sur 27 qui font plus que 50% de dette publique par rapport au PIB? 7, dont la France. Il n'y en a pas 22, il y en a 7. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 20 qui ont fait des efforts. La dette publique française aujourd'hui est à 120% du PIB, contre quasiment, un peu moins, mais on va y arriver, contre 70% en Allemagne. 50 points d'écart. Donc c'est très dangereux. Moi je pense que là on est en train de prendre des risques énormes sur la sortie de crise. Alors justement, quant à la gestion des banques centrales, je termine là pour la sortie de crise, là je mets 2 sur 10, parce que c'est inadmissible ce qu'ont fait les banquiers centraux en nous disant depuis le début de l'année qu'il n'aurait pas d'inflation, que l'inflation était transitoire, que c'est fini, ça n'arriverait pas. On va en débattre. Mais on va en débattre. Je veux dire, Christian comme moi, je pense Laurence également, au début d'année, on savait très bien que l'inflation allait augmenter. Alors peut-être pas dans les proportions actuelles, parce que ça a dépassé nos anticipations, mais dire qu'il n'allait jamais avoir d'inflation, c'est pas sérieux avec la quantité de planches à billets qu'on a faites. Donc là, je trouve que les banques centrales, que les politiques fassent du déni de réalité, je suis d'accord, que les banques centrales fassent la même chose, c'est dangereux. C'est la question, et on va rentrer dans le débat tout de suite. Est-ce que l'inflation qu'on observe aujourd'hui, alors qu'il y a plus de 5% aux États-Unis, 3,5% aujourd'hui en zone euro, elle sera peut-être à plus de 5% en Allemagne, peut-être d'ici la fin de l'année, est-ce qu'elle est liée justement à l'action des banques centrales, ou est-ce que ce sont quand même d'autres phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui expliquent qu'on constate une inflation qu'on n'a pas constatée depuis des décennies dans le monde, Florence? Peut-être, Grégoire, avant de répondre à ta question, sur justement ce qu'ont fait les banques centrales, je pense que c'est intéressant de regarder ce qu'a fait la Chine, notamment. Ça permet de donner d'autres perspectives, parce que nous, on réfléchit toujours en termes de banque centrale européenne, en termes de Fed, enfin, en gros, les banques centrales qu'on connaît. Donc là, évidemment, on a vu une explosion des bilans des banques centrales. Donc, je crois qu'au Japon, on est quasiment à 130% du PIB. En Europe, on doit être à 65%. Enfin, on a atteint des niveaux incroyables. Et en fait, en Chine, prenons donc un peu de recul, en Chine, on a eu le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'en 2008, le bilan de la Banque centrale chinoise, c'était 60% du PIB. Et on est tombé aujourd'hui à 30%. Donc c'est intéressant par rapport à ce que tu disais, Marc, c'est que ça permet de relativiser. Alors évidemment, la situation en Chine n'a pas été la même, le Covid a été géré différemment, mais il y a aussi une autre manière, et donc de viser notamment la stabilité macro-prudentielle à long terme, on en reparlera peut-être, mais il y avait aussi une autre voie.
Ouais, question d'horizon de temps. Sur la nature de l'inflation, encore une fois, je rebondis sur ce que disait Marc. Est-ce que c'est lié à l'action des banques centrales? Est-ce que c'est pour ça qu'on a 3, 4, 5% d'inflation aujourd'hui dans le monde? Ou est-ce que quand même, il y a d'autres phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui justifient alors peut-être la nature transitoire de l'inflation telle que les banques centrales nous la décrivent encore en ce moment, hein? Ben là, il y a 3 éléments à la réponse. Le premier élément, c'est un élément qui est assez technique, ça s'appelle des effets de base. Donc l'inflation, c'est l'évolution sur un an, donc glissement annuel de l'indice des prix à la consommation. Donc mécaniquement, quand vous avez un effondrement une année et que vous revenez à la normale l'année suivante, vous avez ce qui s'appelle un effet de base et vous avez une accélération qui est forte. Donc là, ce qu'on voit, une partie de l'inflation est expliquée par ces effets de base et on n'est pas loin des points hauts, hein. On les a touchés aux États-Unis, on va les toucher en fin d'année en Europe. Donc ça, c'est vraiment purement technique et effectivement, on savait très bien en début d'année que ces effets de base, ils allaient jouer et que l'inflation allait monter. Donc là, pas de surprise. Après, le deuxième élément qui explique la hausse de l'inflation, c'est effectivement toute la partie demande. On l'a dit, il y a eu des stimulations monétaires qui étaient exceptionnelles, on a eu des dépenses publiques qui se sont accrues massivement. Donc ça, l'idée, évidemment, c'est de relancer la demande. Donc on est dans une situation où la demande a été relancée, où notamment aux États-Unis, on a une situation où l'output gap, donc où l'écart entre le PIB potentiel et le PIB actuel est positif. Donc ça génère en toute logique une pression sur les prix à la consommation. Donc cette hausse de la demande, elle contribue aussi. Et ce qu'on n'attendait pas, et c'est là, je pense que le marché et les banques centrales ont été surprises, c'est l'impact massif du choc d'offres. Donc le choc d'offres, c'est-à-dire, ça a commencé avec les semi-conducteurs, ça s'est poursuivi avec les problématiques de transport, maintenant les prix de l'énergie. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'était pas anticipé. Et donc il y a tout ce discours sur le transitoire que les banquiers centraux continuent de servir parce qu'il faut bien gérer les anticipations des agents économiques. Mais en tout cas, on voit bien que le transitoire dure de plus en plus longtemps, que cette crise énergétique, on la voit dans les prix de vente, elle commence à les impacter. Et là où il va falloir être très prudent, c'est est-ce qu'on va la retrouver dans les salaires ? Et ça, c'est vraiment la variable qu'on suit de très très près, parce qu'on l'a vu pendant les années 70 notamment, quand on commence à enclencher des dynamiques de prix-salaire, là, ça devient beaucoup plus compliqué et on ne peut plus parler d'inflation transitoire. Bon, ça, c'est le sujet effectivement, mais sur le caractère transitoire de l'inflation, que ce soit du temporaire qui dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait, ça, d'accord. Mais est-ce que la nature, l'essentiel de l'inflation qu'on observe aujourd'hui reste quand même de nature transitoire? Pour dire les choses, c'est des problèmes de pénurie, c'est des problèmes d'offres, c'est des problèmes de goulot d'étranglement qu'on décrit tous les jours dans un grand nombre d'industries. Est-ce que ça reste cette situation qui explique en grande partie l'inflation qu'on observe aujourd'hui, Christian ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, c'est qu'il y a un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, repartons du côté ce qui a en partie été dit, car il y a un problème de demande. Pourquoi ? Parce que pendant toute la crise, on a préservé la demande, on a préservé le revenu des ménages. Donc, finalement, quand on est sorti de crise, on avait eu des ménages qui avaient beaucoup d'épargne et qui ont une capacité de consommer. Donc on a préservé cette demande. D'autre part, on a eu des plans de relance massifs de tous les États, financés notamment par les banquiers centraux. Là, ils s'en sont un petit peu responsables, on va dire. Mais si tout le monde fait des éoliennes, excusez-moi, tout le monde va avoir besoin de matériaux de construction dans le monde, et ça tire vers le haut les prix des matériaux de construction. C'est un petit exemple. Donc ça a été une deuxième chose. Donc une demande préservée, mais très forte, en sortie de crise. Alors ça a permis le rebond. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu sur des niveaux d'activité très rapidement parce qu'il y avait cette demande qui a été préservée. Deuxième chose, choc d'offres. Bah oui, parce qu'on a un problème, c'est que l'offre n'a pas pu répondre à cette demande parce que l'offre, elle est freinée. Alors, elle est freinée par plusieurs choses. D'une part, parce qu'on n'a pas géré l'épidémie au niveau mondial. Et donc, si vous avez un sous-traitant qui est au Vietnam et que le sous-traitant vietnamien, il a une relance de l'épidémie et qui ferme ses usines, vous n'êtes pas livré. Et donc, derrière, en cascade, vous avez un blocage de la chaîne de production. Donc, il y a ça. Et puis, surtout, deuxième chose, c'est qu'on a eu un changement de comportement des ménages. C'est-à-dire que les ménages qui consommaient du tourisme, ils ne pouvaient pas partir en voyage. Donc, ils ont acheté une voiture. Et tout le monde a acheté des biens.
Et donc, ça a tiré vers le haut très fortement une partie de la demande sur des biens. Et donc, on n'a pas pu répondre à cette demande immédiatement. Donc ça, c'est la partie, je dirais, temporaire de l'inflation. C'est-à-dire que c'est ce décalage entre l'offre et la demande, parce que l'offre est inélastique. Elle ne sait pas répondre immédiatement à la demande avec une réouverture progressive de l'économie. Alors ça, c'est ce que disaient les banquiers centraux jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils avaient raison en disant, ce que disait M. Powell, je peux monter mes taux directeurs, c'est pas pour ça qu'il va y avoir un semi-conducteur de plus pour l'industrie automobile. Mais ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui, c'est que c'est peut-être aussi un autre problème, et on commence à le voir, c'est qu'on est aussi sur d'autres coûts qui commencent à monter. On pense notamment aux coûts immobiliers. Et ça, par contre, c'est une grosse pierre dans le champ des banquiers centraux, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez l'indice des prix, alors ce n'est pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, vous prenez en compte ce qu'on appelle le loyer fictif, et quand vous avez ce loyer fictif qui augmente énormément parce qu'on a les prix de l'immobilier qui montent de 20% sur un an, et bien ça, c'est quand même bien une pierre dans le jardin de la Banque centrale américaine, parce qu'en maintenant trop bas les taux et trop longtemps, on crée une inflation immobilière, et ça rejoint très clairement l'indice des prix aux États-Unis. Ouais. Ça pose des problèmes aussi d'inégalité de richesse parce que les propriétaires s'enrichissent et pas les locataires. Donc ça crée des distorsions énormes. Donc il y a ce problème-là de l'immobilier qu'on commence à percevoir. On commence aussi à s'apercevoir qu'on commence à avoir des tensions salariales. Alors toute la question, pour l'instant, c'est très sectorisé, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir des effets d'échelle? C'est-à-dire que si les bas salaires montent beaucoup, moi j'étais un petit peu au-dessus des bas salaires, je vais demander une augmentation. Donc il y a ces effets-là qui sont en train de se produire. Et donc là, on est en train de s'interroger si le temporaire ne va pas durer un peu plus, mais avec des bons vieux mécanismes de base qui seront des fortes hausses de coûts des entreprises qui vont perdurer. Ce n'est pas seulement une désorganisation de l'économie mondiale, une désorganisation d'ailleurs qui pourrait durer, parce qu'on est loin d'avoir tout résolu, mais maintenant avec des facteurs un peu plus structurels. Et les banquiers centraux sont un petit peu responsables indirectement par leur politique ultra accommodante, d'où ce changement de discours qu'on a dernièrement, beaucoup plus faucon. Juste, Christian, parce que vous parlez de la revalorisation des bas salaires, notamment aux États-Unis, et on sait que ça fait partie des facteurs et des critères qui sont suivis par la Réserve fédérale américaine. C'est le but de la stratégie de la Fed. Jérôme Powell le dit explicitement, on veut voir les salaires des minorités, les salaires des personnes les moins qualifiées dans le marché du travail remonter. Je veux dire, ça fait partie des objectifs qui sont poursuivis par la Banque centrale américaine. Ça fait partie des objectifs qui, pour lui, est un signal que le marché du travail s'est redressé. Son gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 millions d'Américains qui sont parvenus au travail et que de l'autre, il y a les salaires qui commencent déjà à accélérer. Ouais. Et là, c'est un vrai problème. On n'est pas du tout revenu sur un marché du travail qui est revenu à la normale. Alors après, on pourrait s'étendre, mais il y a beaucoup de choses à en dire. Mais il y a une vraie anomalie. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des Américains qui sont sortis du marché du travail et qu'aujourd'hui, on a des tensions parce qu'il y a des gens qui sont sortis de certains secteurs d'activité. Je vous prends juste une idée. Aux États-Unis, on a une explosion du nombre de retraités. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous partis à la retraite, ces baby-boomers? Il y a une accélération. Il y a une accélération du nombre de retraités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, justement, ils ont profité de la hausse des marchés. Ils ont leurs fonds de pension de retraite qui sont très rémunérateurs et donc ils ne retournent pas au travail. Ils ne vont pas aller risquer d'attraper le Covid. Ils ont profité de cette crise pour prendre leur retraite. Donc vous dites qu'il y a 10 millions de jobs qui ne sont pas pourvus aujourd'hui aux États-Unis, mais on n'a peut-être plus en face la force de travail adaptée pour répondre à ces besoins-là. Voilà. Là où ça ne posait pas de problème, c'est par contre, si votre retraité, c'était un conducteur, un chauffeur de camion, qu'aujourd'hui vous avez un conteneur qui arrive dans un port américain, qu'on manque de camions, qu'on manque de chauffeurs pour emmener ce conteneur jusqu'au magasin, et là vous allez le regretter, votre retraité. Et là le problème, c'est que votre retraité, vous ne pouvez pas le remplacer du jour au lendemain, vous ne pouvez pas prendre un jeune qui va conduire le camion. Donc aujourd'hui, on est quand même sur des tensions sur certains métiers qui sont liés à ce genre d'éléments. Donc on se pose la question, je ne dis pas qu'on a la réponse à tout, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise nous a complètement perturbé nos statistiques économiques. Donc on navigue aussi avec un bandeau sur les yeux, mais on sent qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, qui seront beaucoup plus durables. Alors, et puis il y a d'autres éléments un peu plus de moyen terme, transition écologique, tout ça, qui sont quand même inflationnistes. Donc on sent qu'on est quand même dans un point peut-être de rupture par rapport à ce qu'on a connu par le passé, avec peut-être du temporaire, peut-être des éléments ponctuels, mais peut-être aussi des éléments un peu plus structurels qui commencent à apparaître. Il n'y a jamais eu autant de chances depuis des décennies d'avoir un changement de régime, d'inflation peut-être structurel devant nous. C'est toute la question. C'est pas garanti, mais il n'y a jamais eu autant de chances que ça puisse arriver. Quand vous êtes banquier central, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, mettre un bandeau en disant « bon, je prends le risque, et puis en 2022, on a l'inflation qui reste toujours très forte, et là, je vais être complètement à contre-courant ». Donc, ils sont obligés quand même de tenir compte de ces éléments-là aujourd'hui, même si on n'a pas totalement toutes les preuves.
Florence, sur les déséquilibres offre-demande là. Oui, non, mais peut-être juste sur cette question des inégalités. La Réserve fédérale américaine qui cherche à avoir une politique monétaire qui cible les inégalités. Bon, alors moi je veux bien faire monter les salaires des travailleurs les moins qualifiés, pourquoi pas, mais on sait tous que quand l'inflation augmente, ceux qui sont le plus lésés, ce sont les plus pauvres. Donc ça, c'est quand même un point qu'il faut avoir en tête. Et deuxièmement, c'est exactement ce que disait Christian, c'est-à-dire que la conséquence de la politique monétaire très accommodante de la Fed, c'est quoi? C'est faire monter les marchés financiers. Et le gros clivage aux États-Unis en termes d'inégalité, c'est ça. C'est est-ce que vous détenez un portefeuille d'actions ou pas? Et donc, bien sûr, ceux qui ont profité le plus de la baisse des taux, ce sont les ménages riches. Donc voilà, ça se pose quand même là, justement, par rapport aux objectifs de la Fed. Ouais. Sur l'inflation en transition, Marc, quels sont les phénomènes d'indexation là qui peuvent se mettre en place aujourd'hui? Alors, comme vous le savez, j'ai jamais été un monétariste, évidemment. J'avais créé en 2011, justement, parce que lorsque la Banque centrale européenne avait voulu augmenter les taux d'intérêt, vous vous souvenez, même en 2008, déjà, j'avais créé stoptricher.com. À l'époque, était le président de la BCE, parce que, justement, ils voulaient augmenter les taux d'intérêt alors que ça n'avait aucun impact sur l'inflation, parce qu'elle était énergétique. Donc, mais est-ce qu'on n'est pas dans la même situation aujourd'hui? Inflation matières premières, c'est là le vrai enjeu, c'est que pénurie. C'est là le vrai enjeu, c'est que, malheureusement, et moi j'étais depuis des années, je dis que, justement, il n'y avait pas assez d'inflation. On n'avait pas assez d'inflation, elle est trop faible. Parce que l'inflation, c'est bon. L'inflation, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le moins bon. C'est-à-dire, vous avez la bonne inflation qui est justement liée à une demande dynamique, à un marché du travail dynamique. Donc les salaires augmentent, comme les prix. Donc tout va bien, ça s'alimente finalement. Là, le problème, c'est qu'on a la mauvaise inflation. C'est-à-dire celle qui est liée d'abord au cours des matières premières, effectivement. Et puis après, finalement, cet écart de demande et de l'offre qui va malheureusement perdurer. Il ne faut pas mentir. Aujourd'hui, on est dans le déni de réalité permanent. Moi, je pense que plus fondamentalement, il y a un problème philosophique qui s'est produit dans cette crise. C'est que... Alors, on veut plus se faire mal. C'est ça le drame, si vous voulez. En gros, malheureusement, on a une pandémie. C'est pas lié à Macron, c'est lié à personne, cette pandémie. C'est un drame. On va pas rentrer dans la théorie du complot, d'où ça vient, bon bref, peu importe. Mais en tout cas, elle était là. Donc, on aurait dû peut-être laisser quand même quelques mécanismes normaux se produire. Non pas laisser mourir les gens, bien entendu. Mais regardez, si on prend le cas de la France, il y a eu quand même la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que le PIB français a chuté l'année dernière de 8%. Parce qu'on a confiné, etc. Je pense que c'était une grande erreur de confiner en permanence, même peut-être pas le premier confinement, pourquoi pas, mais après, c'était une erreur. Mais on se disait, comme ça coûte rien, on continue, le fameux quoi qu'il en coûte. Et malgré cette récession aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises depuis 1986. Donc on a quand même un problème. Le chômage baisse. Donc tout ça, c'est artificiel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver un monde normal. Et un monde normal, justement, c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pas un monde où la dette publique flambe et on a tout intérêt aussi bas. Et d'ailleurs, si on parle de l'inflation, le problème c'est qu'on n'a pas regardé l'inflation. On a regardé l'inflation des prix à la consommation. C'est vrai qu'elle n'était pas là. Par contre, il y avait d'autres inflations. L'inflation du prix des actifs. Tout à l'heure, on parlait effectivement de l'immobilier, l'inflation des marchés obligataires, l'inflation des marchés boursiers, maintenant effectivement toutes ces crypto-monnaies. Et c'est vrai que moi j'ai été sceptique au début. Et pour tout vous dire, j'ai compris il y a quelques semaines, j'ai été voir, parce que je me suis dit, j'ai été voir des fonds qui font justement que de la crypto-monnaie pour comprendre. Et j'ai eu un déclic. Tout à l'heure, c'est votre sujet tout à l'heure, j'ai eu un déclic. Et je fais mon mea culpa parce que ça fait depuis des années qu'on me dit achète du bitcoin. En fait, le problème, c'est que moi, je ne peux pas faire des prévisions. Parce que nous, on fait des prévisions sur la base des fondamentaux économiques. Donc sur les crypto-monnaies, il n'y a pas de fondamentaux économiques derrière. Donc on ne peut pas faire des prévisions. Donc c'est pourquoi on a mis ça de côté. Mais en fait, c'est tout simplement comme l'abus d'Internet, comme celle des subprimes, etc. Il y a un vide, il y a une brèche dans le marché. Et les institutions n'ont pas réagi. Elles ont laissé faire. Et donc c'est vrai que... tant qu'on gagne, on joue, j'ai envie de dire. Et donc c'est exactement ça. Tant que ce n'est pas réglementé, finalement, il y a des mouvements incroyables d'arbitrage entre différentes crypto-monnaies, par exemple, qui ne valent pas la même chose sur différentes plateformes. Et on gagne, j'ai vu le fonds là que j'ai vu, 100% juste avec les arbitrages. Ça, c'est incroyable. Donc c'est ça qui est complètement... 100% ces petits joueurs sur les cryptos. Ouais, non, mais juste avec les arbitrages. Ça veut dire juste avec les arbitrages entre différents prix de plateformes. Et puisque tu en parles, Marc, il y a un sujet systémique ou pas derrière ça? Parce qu'on parle des banques centrales, des bulles, etc. Il y a un sujet systémique. C'est 2 trillions. C'est pas énorme, 2 trillions. Non, ça, ce que je veux dire, c'est que cette planche à billets, encore une fois, je pense qu'elle a été mal utilisée. Maintenant qu'on l'a, elle était là avant d'ailleurs, le Covid. Elle a été réactivée avec le Covid, mais elle était là avant. Parce que justement, les banques centrales, ce qu'a dit Florence, elles ne font pas leur rôle. Une banque centrale, elle a un rôle, elle a 3 rôles. L'inflation, donc limiter l'inflation là, elle est complètement à la ramasse. La croissance. Il y a de l'inflation, il faut être honnête, il y a de l'inflation. La croissance, bon là ça va, et la stabilité financière. Moi ce qui m'a rendu fou ces dernières années, c'est que les banques centrales réagissaient pour faire plaisir au marché. C'est-à-dire, ce n'est pas leur rôle.
Alors c'est vrai que nous on est contents quand les marchés montent, etc. Tout va bien, mais ce n'est pas leur rôle. Justement, les banques centrales, elles doivent avoir une vista de long terme, comme elles n'ont pas eu cette vision du monde. Et je pense, sans être méchant avec les banquiers centraux, je pense qu'on a un problème de compétence. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a des personnes, on n'a pas de chance. C'est-à-dire que là, on a eu une crise dramatique et les dirigeants du monde, à ce moment-là, n'étaient pas à la hauteur de la situation. Ils ont joué la fuite en avant et à très court terme. Ils n'ont pas vu à plus long terme ce que ça pouvait produire. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est évident que l'inflation, elle va rester élevée. Je pense qu'elle va repartir à la baisse mi-2022, parce qu'effectivement, il y aura des éléments techniques qu'évoquait Florence tout à l'heure. Donc il y aura moins d'effets de glissement annuel, etc. C'est exactement ce que disent les banques centrales aujourd'hui, Marc. Ta critique est très, très sévère, je trouve, parce que franchement, pour regarder à long terme, il faut déjà rester en vie. Et c'est quand même le sujet des banquiers centraux ces 18 derniers mois. Oui, non, mais c'est là où j'arrive, dans la mesure où, quand par exemple, tout à l'heure, je crois que tu parlais de ça, qui disait les prix à la consommation, à la production en Allemagne, 14,2% sortis ce matin. Oui. Les Allemands, 4,1%. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le patron de la Bundesbank qui a démissionné. Il se passe quelque chose. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Les Allemands, ils ont une peur bleue de l'inflation, on sait pourquoi, hein, bref. Et donc aujourd'hui, je pense que Mme Lagarde, elle a tout simplement annoncé qu'elle allait continuer, sachant que ce que fait la BCE aujourd'hui, c'était la course de Karlsruhe qu'il avait dit l'année dernière, n'est pas conforme à la Constitution. C'est quoi ta prévision d'inflation sur la zone euro à horizon 2 ans, Marc? La BCE, elle nous dit que ce sera 1,5, 1,6 au mieux 2023-2024. C'est ça le problème de l'inflation. Non mais enfin, si on parle de se projeter. C'est ce qu'on appelle la stagflation. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que, on l'oublie souvent, je crois que Christian l'a dit, quand l'inflation augmente, ça casse le pouvoir d'achat, donc ça casse la croissance. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que cette inflation qui augmente, on a les indicateurs avancés des directeurs d'achat aux États-Unis, par exemple, qui sont à la baisse, c'est ça qui est dangereux. C'est qu'on va voir les deux à la fois. Et une inflation élevée, qui va rester élevée, et donc ça va jouer à la baisse sur l'activité économique. Et ça, c'est le vrai piège des banques centrales. Parce que si elles arrêtent la planche à billets, ce que je demande, à ce moment-là, elles vont encore accentuer le ralentissement, mais si elles n'arrêtent pas, elles vont accélérer l'inflation. Ah ouais. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Non, non. Mais d'où l'enjeu que malheureusement, elles n'ont pas réagi suffisamment tôt. Il y a des erreurs qui sont moins coûteuses que d'autres. Donc il va falloir choisir peut-être l'erreur la moins coûteuse pour tout le monde en matière de politique monétaire. Cette erreur sera coûteuse sur longue période. Florence, je reviens à la question. Est-ce que là, aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que les banques centrales, et la Fed bien sûr, c'est la banque centrale américaine qui donne le ton, est-ce qu'elle en fait beaucoup trop? Et qu'est-ce qu'elle a prévu pour corriger un peu le tir justement et essayer de faire en sorte que tout le monde soit préservé dans cette normalisation? Non, moi je pense qu'il faut se souvenir de ce qu'on disait en juin, notamment, quand la Fed a commencé à parler de hausse des taux en 2023 et de normalisation de son bilan. À l'époque, tout le monde disait « Ah, mais c'est extrêmement hawkish ». Bon. Moi, j'ai plutôt trouvé que c'était une bonne nouvelle parce qu'effectivement... C'était rassurant. C'était rassurant. C'était rassurant parce que si ils avaient maintenu leur positionnement actuel... là, effectivement, je pense que, Marc, tu as raison, on serait rentré dans une situation qui aurait été très inquiétante. Mais ce que fait la Fed, en fait, c'est essayer de gérer de manière très pragmatique la sortie de crise. Et moi, je pense que le maître mot, là, aujourd'hui, effectivement, c'est le pragmatisme. Parce qu'on voit bien que, ça a été dit, l'endettement, que ce soit l'endettement public ou l'endettement privé, a explosé. Et donc, il y a un espèce de fait là, qui est devant nous, qui est très lourd, qui est les taux d'intérêt ne peuvent pas monter ni trop brutalement, ni trop fortement, parce qu'évidemment, sinon, on met en défaut les États et les entreprises. Et comme l'objectif de la politique monétaire, notamment américaine, c'est de soutenir quand même la croissance, c'est pas possible. Et donc, de l'autre côté, il ne faut pas donner un chèque en blanc aux États non plus. Évidemment, parce que sinon, voilà, c'est ce qui a été dit, c'est le passager clandestin. Donc il y a cette espèce de fine-tuning qui est très délicat. Et bon, je tire quand même un peu mon chapeau, moi, pour le coup, aux banquiers centraux, parce que c'est difficile comme situation. Il faut vraiment gérer de manière très fine la sortie de crise en montant progressivement les taux, sans faire peur au marché, sans casser l'économie, mais tout en envoyant un message de normalisation. Et là, ce qui tend toutes les banques centrales, c'est que ce discours-là, il était très audible avant l'été,
quand on était encore dans cette histoire d'inflation transitoire sans choc d'offres, là, ça devient beaucoup plus tendu parce que, de facto, si la crise énergétique commence à se transmettre de manière durable dans les prix, et ben en fait, cette hausse des taux qui se voulait initialement très progressive, peut-être qu'il va falloir qu'elle soit un peu plus brutale. Et c'est là, évidemment, on parlait de 2022 en off. 2022, l'année prochaine, ça peut quand même être une année un peu compliquée. Parce qu'on voit bien qu'il y a plein d'éléments un peu contradictoires qui se profilent, avec une croissance qui a atteint son pic, qui va se tasser, avec une inflation qui va de facto baisser, certes, mais qui va probablement être un peu supérieure aux attentes, et en tout cas aux prévisions des banques centrales. Donc elles vont se retrouver un peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Et ça peut générer un peu je pense, un peu de volatilité sur les marchés. Donc 2022, c'est un peu une année test quand même pour les banques centrales. Christian, est-ce que le risque pour vous est que la normalisation des politiques monétaires aille beaucoup plus vite que ce qu'on imagine aujourd'hui? C'est un peu d'ailleurs le dialogue entre les marchés et les banques centrales en ce moment. On regarde, le marché nous dit aux banques centrales, bon, le tapering, arrêter les achats nets, c'est très bien, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra aller beaucoup plus vite sur des hausses de taux qu'on voyait venir il y a encore quelques mois, beaucoup plus loin dans le temps. Quel gérant vous interrogez? Parce que le gérant obligataire vous dira pas du tout la même chose que le gérant action. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est premier point, c'est que les économies sont très sensibles à une remontée des taux. Et ça, c'est fait parce qu'on est très endetté, les États sont très endettés. Si l'État français doit s'endetter, renouveler sa dette, puisque vous savez, il rembourse jamais, mais il renouvelle sa dette. Et si on devait se réemprunter à des niveaux de taux de 100, 200 points de base plus élevés, et ben immédiatement, ça coûterait plus cher à l'État. Et donc, on couperait dans les dépenses. On serait obligé à ce moment-là de couper les dépenses et ça ralentirait énormément la dépense publique. Donc, ça pèse sur la croissance. De même, les entreprises très endettées, les ménages très endettés qui se refinancent à des taux d'intérêt très élevés, et immédiatement ça pèse. Et puis regardez l'immobilier aujourd'hui. L'immobilier, il a tellement monté aujourd'hui que vous avez même l'immobilier aujourd'hui qui commence à avoir du mal à aller beaucoup plus haut parce qu'on a des ménages qui, malgré des taux à zéro, quasiment à zéro, n'ont pas la capacité à acheter tellement c'est cher. Alors si je vous mets maintenant des taux à 2-3%, je peux vous dire que les prix immobiliers vont vite baisser. Ça va être très violent. Donc les banquiers centraux savent, ils en ont clairement conscience que l'économie est devenue très sensible à une remontée des taux. C'est-à-dire qu'avant, on aurait dit on passe de 3 à 4, ça ralentit un petit peu l'économie. Je peux vous dire maintenant de passer de 0 à 1, ça va avoir un impact très fort sur l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les taux longs. Parce que les taux longs aujourd'hui, le 10 ans, les banquiers centraux, ils ne le maîtrisent pas totalement. Ils jouent dessus, ils achètent, ils essaient de calmer le jeu, mais le 10 ans, si plus personne veut des obligations d'État, tout le monde vend à 10 ans, ils ne vont pas pouvoir acheter tout le marché. Donc aujourd'hui, le 10 ans, il se maintient parce qu'il a dans l'idée que l'inflation va rester faible sur 10 ans. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui du 10 ans d'État parce que vous voulez un taux sans risque, vous voulez vraiment pas prendre de risque, et puis vous vous dites que l'inflation, elle va rester modérée sur les 10 prochaines années. Donc ils sont obligés de maintenir au moins leur crédibilité sur l'inflation. S'ils commencent à nous dire l'inflation à 5, c'est pas grave, c'est très bien, ça désendette tout le monde, c'est très bien, je laisse que l'inflation à 5 et je laisse filer l'inflation à 5, là vous allez voir les taux américains, ils vont pas rester à 1,50, ils vont vraiment réagir. Et en Europe, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, leur gros problème, c'est qu'ils sont pris entre deux feux. C'est d'une part, ils veulent pas casser la croissance, parce que s'ils remontent les taux, s'ils remontent trop vite, ils vont casser la croissance. Mais de l'autre, s'ils donnent l'image aux marchés obligataires qui sont trop laxistes, c'est les marchés obligataires qui vont casser la croissance pour eux en surréagissant avec des anticipations d'inflation. Donc le discours est très compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'il faut dire en même temps l'inflation est temporaire, mais si elle n'était pas temporaire, j'ai les armes pour lutter. C'est ce qu'arrête pas de dire M. Powell, mais c'est aussi ce que dit Mme Lagarde quand elle dit on surveille de très près les salaires, vous inquiétez pas, on surveille qu'il n'y ait pas une boucle prix-salaire, parce que leur grande peur, naturellement, c'est que l'inflation s'auto-entretienne, et à ce moment-là, on aurait une surréaction des taux longs. Donc le message n'est pas facile, il faut gagner du temps. Pour se faire simple, c'est-à-dire que chaque mois qui passe, on redresse l'économie, on assainit les finances publiques, c'est ce qu'il faudrait idéalement, et donc il faut gagner du temps, et donc essayer de gagner sur 2022 pour permettre aux États de se redresser, de redresser leurs comptes publics. On verra. Ça va pas se faire en 6 mois. Ouais. Non, mais c'est ça, il faut laisser 2022 pour essayer d'assainir tout ça. Donc, on peut organiser le cadre budgétaire. Enfin, il y a aussi la partie politique, budgétaire, et la partie politique qui est là pour cadrer aussi les choses.
choses. Hein. Il renvoie clairement aux normes européennes, au pacte de stabilité. Bon, on voit qu'il y a quand même tous ces effets-là. Hein. Biden, on voit qu'il a du mal à voter son plan finalement de relance parce qu'il y a quand même quelques représentants qui disent qu'on ne va pas non plus faire n'importe quoi avec des plans à X milliards et puis que ça coûte un peu cher. Donc il y a quand même des éléments on va essayer de redresser un peu tout ça, les finances publiques, on va essayer de redresser tout ça. Et puis derrière, il faut être crédible sur l'inflation. Et leur gros problème aujourd'hui, c'est que si l'inflation repart un peu trop sur des éléments non volatiles, des éléments qui ne sont pas liés seulement à un manque de semi-conducteurs, là, ils seront obligés quand même, pour des raisons de crédibilité, de durcir le ton. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Aujourd'hui, vous avez quand même, alors pas trop au niveau de la BCE parce que les pressions sont moins fortes, c'est pas tout à fait la même chose, mais aux États-Unis, il y a quand même un vrai changement de ton qui s'est opéré depuis Jackson Hole. On peut pas objectivement, et encore pas plus tard que hier, on a eu un des membres, un des gouverneurs de la Fed qui a parlé en disant qu'il faudrait peut-être monter beaucoup plus vite et beaucoup plus fort les taux qu'on l'anticipe. Donc il commence à parler de hausse des taux en 2022, alors qu'il y a à peine 3-4 mois. C'était impensable. Pas avant 2023. Oui. Donc il y a quand même cette inflexion, mais ils sont obligés d'y aller par petites touches parce qu'il ne faut pas casser la croissance. Et ça, c'est très délicat à gérer. Surtout, encore une fois, n'oubliez pas que l'économie est devenue beaucoup plus sensible que par le passé à la remontée des taux. Donc c'est délicat, c'est un chemin. C'est pour ça que je dis, c'est là qu'on va voir vraiment la qualité de communication des banquiers centraux, parce que c'est facile d'injecter des liquidités, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et jusqu'à maintenant, ils n'y sont pas arrivés. La dernière fois que Bernanke a essayé de le faire, ça a été la catastrophe. Donc, ils ont aussi cette image-là qui leur reste en tête. Et donc, c'est très difficile. Mais l'avantage, c'est que ces épisodes du passé, ces erreurs du passé, on a appris. Et ben voilà, elles participent quand même à améliorer aussi la communication des banques centrales. C'est là aussi où on met le curseur. Ouais. C'est là où c'est difficile. Bon, Marc, c'est quoi une bonne sortie de politique monétaire, des c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10 tout à l'heure, parce que justement, c'est ça le drame, c'est que malheureusement, on veut plus se faire mal, on veut plus voir la réalité en face. Je dis pas qu'on devient de maso, mais encore une fois, il faut être accompagné la réalité économique. Et donc là, on n'a pas du tout accompagné. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la règle de base de l'économie, on en a parlé tout à l'heure. L'offre et la demande, tout simplement. Et les banques centrales aujourd'hui... c'est quoi, on refuse la récession, on veut plus de cycle, on veut lisser le cycle jusqu'à l'infini. Moi je crois que c'était un thème après, mais on peut l'aborder maintenant, mais je pense que le vrai enjeu, parce qu'on n'a pas assez parlé, c'est effectivement la croissance, la teneur de la croissance. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on a eu l'année dernière, donc en 2020, un effondrement du PIB, notamment en Europe, en France. Là, ça redémarre cette année, c'est logique, c'est une reprise de rattrapage, mais il n'y a eu aucune réforme structurelle qui a été faite. Donc quand on va retrouver en 2022, 2023, la croissance c'est pas en pleine crise pandémique qu'on fait des réformes structurelles. Je ne parle pas de la crise pandémique, je parle d'avant. Ah oui. Là, on est en train de laisser croire aux Français, enfin pas qu'aux Français, que ça y est, on va rester sur 3-4% de croissance. Non, mais ça, c'est impossible. Donc tout le problème est là. Ou à moins que, parce qu'il y a quand même des sources de croissance, justement, on développe une révolution technologique. On parlait de l'écologie tout à l'heure ou autre, mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez bon en termes d'innovation, de recherche-développement. Et c'est là ce qui est incroyable, que disait Florence tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, qui c'est qui nous donne des cours d'économie capitaliste? C'est les Chinois. C'est-à-dire qui sont évidemment des communistes, comme vous le savez, que sur le nom, c'est pareil. Donc moi, ce qui m'inquiète dans ce qu'a dit Christian, c'est que voilà, on est en train de faire du marketing. Comment vont... c'est pas ce qu'il pense, Christian, mais c'est-à-dire, il est en train de dire, oui, voilà comment aujourd'hui les banques centrales elles vont sortir, faire du marketing, il ne faut pas faire trop peur. Vous vous rendez compte à quoi on en est rendu? C'est extrêmement dangereux parce que, on l'évoquait tout à l'heure, les bilans des banques centrales ont explosé et on n'a jamais vu ça, on ne sait pas. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. On ne sait pas comment on va s'en sortir de tout ça. Donc la difficulté, elle est là aujourd'hui. Par la donc, croissance, Marc, le bilan des banques... Voilà. Si on a de la croissance structurelle, ça veut dire avec une révolution technologique. Sinon aujourd'hui... On ne vit pas tous avec le poids du bilan des banques centrales. Non, mais la croissance va être mangée par l'inflation. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que la croissance que nous avons, elle va être mangée par l'inflation. Je rappelle que la croissance, c'est la variation du PIB en volume, en réel. Ça veut dire hors inflation. Donc vous avez votre PIB qui augmente et vous enlevez ensuite l'augmentation des prix. Donc si les prix augmentent plus que le PIB, donc c'est une récession. Le PIB en volume, il baisse. Donc la difficulté aujourd'hui, elle est là. C'est que cette inflation n'est absolument pas contrôlée. Moi, je pense qu'elle n'est pas du tout transitoire. Et puis là, on va payer nos erreurs pendant des années. C'est-à-dire que qui aujourd'hui dispose des matières premières, je simplifie un petit peu à l'extrême pour provoquer, c'est nos amis chinois notamment. C'est-à-dire où on le voit avec le gaz, nos amis russes. Et donc évidemment, on va voir, allez les gars, ouvrez les robinets. Non, ils se font plaisir. C'est-à-dire, ils vont se servir en premier. Pourquoi ils ont investi pendant des décennies dans toutes ces matières premières, toutes ces mines, etc. C'est pour aujourd'hui. Donc nous, on est des petits joueurs. C'est-à-dire, on est des enfants de cœur. C'est-à-dire, c'est ça le drame. C'est que là, on est en train de payer des décennies
d'erreurs de stratégie économique, si vous voulez. Et moi, le drame aujourd'hui, c'est que la zone euro nous a protégés, parce que justement, on avait cette protection de la BCE. Et là, on a des tensions aujourd'hui au sein de la zone euro. Ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, je pense que ça va avoir des conséquences durables. Et donc, ce qui montre que, attention, si on a plus cette protection de la zone euro, ou moins, entre guillemets, alors là, effectivement, les taux, ce que dit Christian, les taux longs vont remonter. Et là, on est dans la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que la dette augmente, si vous avez assez de revenus pour rembourser les intérêts de la dette, il n'y a pas de problème. Or, ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. Et ce, durablement. Donc, c'est ça qui est difficile. Donc, moi, je vois plus sur ça. Et malheureusement, je pense qu'il faut dire la vérité. On va avoir des années 2022-2023 compliquées. Et moi, c'est ça qui m'enrage, entre guillemets, parce que c'est justement ce qu'on demandait aux banquiers centraux. Ce sont les gardiens du temple. C'est-à-dire que les politiques fassent des bêtises, bon, on a l'habitude, j'ai envie de dire. Mais les banquiers centraux sont les gardiens du temple. Et là, ils ont laissé faire. Donc, ils ont laissé effectivement cette situation s'envenimer. Donc maintenant, on l'a bien dit, ils sont pris à leur propre piège. Après, il y a peut-être une situation qui est un peu moins catastrophiste aussi, qui est de dire on pourrait très bien converger aux États-Unis, on va dire, vers une inflation autour de 3, 3,5. En Europe, si on arrive à toucher 2, on sera content, en fait. Donc, il y a ce scénario catastrophe que tu décris, mais il y a aussi une sortie qu'on pourrait qualifier de sortie par le haut, puisqu'il y a encore quelques années, et il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui nous faisait peur, c'était la déflation. Mais bien sûr. Et donc là, peut-être que justement, tu parlais de transition écologique, d'investissement vert, etc., peut-être aussi qu'on peut avoir une vision un peu plus positive, de se dire, enfin, on revient à une situation qui était la norme auparavant, c'est-à-dire une inflation autour de 3, autour de 2, avec une économie qui croît, qui crée des emplois, et on sort par le haut. Donc il n'y a pas que le scénario. Non. Et puis les banquiers centraux savent quand même encore gérer l'inflation. C'est peut-être même d'ailleurs plus facile de gérer l'inflation que d'essayer d'éviter en permanence la déflation comme on l'a connu ces 10 dernières années. Ça, normalement, effectivement, on sait faire, mais c'est vrai que le risque, ça a été très bien dit, c'est que les marchés financiers et l'économie sont aujourd'hui très sensibles à la moindre hausse des taux. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'on part de taux qui sont soit nuls, soit négatifs, avec des bilans qui sont extrêmement gonflés, et donc le chemin pour normaliser est très long. Juste un mot quand même, attention, l'inflation c'est une dynamique. C'est pas si je vous dis qu'on restait sur une inflation à 2, 2,5, bon, si ça bougeait pas, mais on s'en moquerait. Franchement, on pourrait très bien vivre avec une inflation à 2,5 au lieu de 2, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle ne va pas rester à 2,5, votre inflation. Soit elle va avoir une vraie dynamique et on va aller à 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après, on arrête. Donc à un moment donné, il faudra appuyer sur le frein parce qu'elle sera incontrôlable, parce qu'on aura une boucle au prix-salaire dans ce cas-là. Parce qu'à ce moment-là, l'inflation, les gens disent « le mois passé, j'ai eu 3% d'inflation ». Donc je demande 4% de hausse de salaire, du coup je dépense, l'inflation ne ralentit pas et ça s'accélère, c'est une hausse de coûts pour les entreprises qui le répercute sur leur prix de vente et ainsi de suite. Donc il y a une dynamique. Donc si on vient de loin là, on n'est pas encore sur des choses inquiétantes, mais ce qu'ils vont regarder les banquiers centraux, c'est cette dynamique. Si ce qui se passe actuellement, si l'inflation liée à la hausse des prix de l'essence, si l'inflation liée à des problèmes d'approvisionnement se traduit derrière par des revendications salariales et qu'on augmente les salaires, ils vont dire la demande ne va pas faiblir. Donc les tensions inflationnistes vont persister et ça va être la course prix-salaire. À l'inverse, je pourrais vous dire aussi, la hausse des prix de l'essence, ça va peser énormément sur le pouvoir d'achat des ménages, ça va immédiatement peser sur la consommation et finalement, au lieu d'avoir 3 l'année prochaine, on va avoir 1 d'inflation parce que derrière, on aura un gros ralentissement économique qui va s'opérer de lui-même et les banquiers centraux, ils ne chercheront pas la hausse des salaires, ils chercheront à restimuler l'inflation pour éviter un scénario de déflation. Ouais. Donc, vous voyez, le gros problème de l'inflation, ce n'est pas le chiffre en lui-même, c'est la dynamique. Et qu'est-ce qui fait la dynamique ? Là, le problème, c'est qu'on a une dynamique qui semble s'enclencher et il ne faudrait pas qu'elle aille trop loin. Mais on ne va pas dire qu'on va se plaindre aujourd'hui qu'il y ait un peu plus d'inflation. Mais à l'inverse, toute la question, c'est est-ce que ça fait crée une dynamique pour demain avec 5% d'inflation ou est-ce que ça crée une dynamique qui va peser sur le pouvoir d'achat et sur la croissance où on va aller à 1% d'inflation ? Et c'est ça la vraie question. Et vous voyez que la réponse pour les banquiers centraux, elle est loin d'être évidente aujourd'hui à l'étude des statistiques. Oui, mais c'est pour ça qu'on revient au rôle de l'État parce qu'on voit bien que là, les États essayent d'absorber
l'impact de la hausse des prix de l'énergie. Et si c'est exactement ça. Pour éviter que ça passe dans les salaires. Pour éviter que ça vienne gréver le pouvoir d'achat des ménages et que donc il y ait des revendications salariales. Et là, encore une fois, le rôle des États, on voit bien qu'il est très important. Si les États arrivent à contrôler cette crise énergétique, effectivement, là, Mais on retombe sur la dette, justement, ça qui est très important, encore une fois. C'était la solution de facilité. On se dit, bah voilà, on va augmenter la dette. Maintenant, on est en train de comprendre pourquoi il ne faut pas faire n'importe quoi avec la dette. Parce que si aujourd'hui, justement, d'ailleurs, c'est ce que font les Allemands là, en ce moment, ils baissent fortement les charges pour justement limiter l'impact sur les ménages. Ça sert à ça, encore une fois, l'État, d'anticiper. Vous voyez, pour éviter la boucle salaire. Parce que les salaires augmentent, à l'ailleurs, c'est plutôt positif, bien entendu, mais le grand danger aujourd'hui, c'est ça. C'est comme on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Et c'est pourquoi, encore une fois, je n'ai pas arrêté de dire pendant cette crise, garder des cartouches pour la reprise. C'est maintenant le plus important. Parce qu'il faut être honnête, moi j'estime, évidemment, on a tous... On a quand même de l'argent européen qui arrive justement dans cette logique de relance, de plan de dépenses et d'investissement à long terme, visant à remonter la croissance potentielle. Bien sûr. Non, c'est quand même pas neutre, Marc. L'argent qu'on va donner à l'Italie, l'argent dont va bénéficier la France. Ça dépend avec quoi, pourquoi on va l'utiliser. C'est toujours la même question, mais l'argent il est là. Les marges de manœuvre, elles sont là plus que jamais, Marc. Les États ne sont pas des modèles d'efficacité économique, malheureusement. Alors à ce moment-là, mais non, mais c'est ça l'enjeu. On n'a jamais eu autant d'argent pour la croissance potentielle aujourd'hui. D'accord, mais le problème, c'est encore une fois, est-ce qu'on va l'utiliser ? Et la grande différence, elle est là. C'est que qu'est-ce qui est mis sur justement l'innovation, la recherche-développement ? Et là, il nous manque un acteur. Bon, ça, c'est un autre débat qu'on a aux États-Unis, qui sont effectivement les fonds d'investissement, les fonds de pension. L'investissement, voilà, vous voyez derrière Apple, Google, Amazon, c'est pas l'État qui a financé ça. Vous voyez, Tesla, c'est pas l'État qui a financé ça. C'est des fonds privés. Donc arrêtez de je te parle pas de non, j'entends bien. Oui, non, mais on fonctionne différemment des États-Unis. Non, mais il faut arrêter de compter uniquement sur l'État. On a trop d'États aujourd'hui en France. On est monté à 61% du PIB de dépenses publiques l'année dernière. Bon, il y avait un effet récession, mais quand même. Donc, et la difficulté, elle est là, c'est que on a, je pense, des différences d'analyse importantes au sein même de la zone euro. On ne peut pas se comparer au Japon. Au Japon, c'est un pays, c'est uni par définition. Donc, ils ne vont pas se tirer dans les pattes. Que nous, malheureusement, on voit que de plus en plus, on a ce manque de cohésion qui est particulièrement dangereux. Bon, si je reviens quand même à la question, les banques centrales alimentent-elles une bulle ? Et dans l'idée de la normalisation des politiques monétaires, concrètement, là, quels sont les risques de marché attachés à cette séquence qui va être la séquence de 2022 ? Marc, Christian et puis Florence. Malheureusement, hein, on le vit déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés, ils tiennent. C'est pareil, encore une fois, on n'a pas vu les vrais impacts économiques de la pandémie. Ça a été horrible, on a tous souffert, c'était horrible, etc. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Hein. Mais on n'a pas eu d'impact économique pour l'instant. Ah bon, on a eu la récession parce qu'il y a eu des confinements. Mais au niveau des entreprises, des ménages, des marchés, je regardais l'histoire du Dow Jones, ça c'est la première fois, ou du Standard & Poor's, si vous voulez, la première fois qu'on a une récession aux États-Unis, sans parler de la récession mondiale, et que le marché américain monte. C'est quand même assez incroyable. Et on n'a rien vu pour l'instant. Donc c'est maintenant qu'on va voir. Et je pense que la clé effectivement, c'est... Vous ne pensez pas qu'on a réussi à éviter la crise économique ? Parce que vous dites récession, mais il n'y a rien de typique dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le commerce mondial est reparti très vite, les marchés sont repartis très vite, la consommation de pouvoir d'achat était présente. C'est l'inverse d'une récession de ce point de vue-là, Marc. On l'a dit pourquoi tout à l'heure on est reparti très vite. Oui. C'est-à-dire qu'on est reparti très vite parce qu'on a effectivement injecté énormément de liquidités, ce qui a créé justement cette inflation. C'est l'offre et la demande. Vous savez, la création monétaire, normalement, il doit y avoir une correspondance entre la création de monnaie et la création de richesse. Pourquoi ? Pour que justement il n'y ait pas trop d'inflation. S'il y a trop de création monétaire par rapport à la création de richesse, trop de demande par rapport à l'offre, l'inflation effectivement a tendance à augmenter. C'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, tout simplement. Donc les marchés tiennent parce que les taux d'intérêt sont toujours à zéro, on va dire, taux obligataires sont encore extrêmement bas, et qu'on a cette planche à billets. Je pense que la clé, c'est là où on va se réveiller, si vous voulez. Et c'est pourquoi les banques centrales ont peur. On va enlever la perfusion, comment va réagir le malade ? Est-ce qu'il va se lever ? Ou est-ce qu'il va complètement s'effondrer? Donc c'est vrai que c'est une grande crainte. L'économie américaine tourne au-dessus de son potentiel et tournera au-dessus de son potentiel encore en 2022, Marc. Donc le malade n'a jamais été aussi vaillant de ce point de vue. C'est pourquoi il faut enlever la perfusion. Ça, je ne comprends pas pourquoi encore aujourd'hui la Réserve fédérale américaine hésite. Elle hésite parce que oui, effectivement, on est sensible au taux d'intérêt, mais elle fait son boulot. Son boulot, c'est la stabilité financière, la stabilité économique, la limitation de l'inflation. Moi, je suis pour l'inflation. C'est bon de l'inflation, mais il n'en faut pas trop non plus. Il faut la contrôler, la maîtriser, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que ça sera le déclic sur les marchés et on va revenir. Moi, encore une fois,
revenir vers un monde normal, c'est-à-dire voilà, on met plus de masques, on met plus de tout ça, ça va nous faire du bien. On a besoin de revenir dans un monde normal. Alors évidemment, ça pique un peu, c'est-à-dire que bah oui. Et les marchés sont quel niveau au-dessus de la normale les marchés vont remonter, les marchés vont d'abord baisser dans un premier temps, peut-être de 10 à 15%, puis ils remonteront après, mais ils partiront sur des bases plus saines. Oui, mais ça c'est la vie des marchés, quoi. Mais c'est ça. Oui, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on veut pas qu'il y ait de crack ou de dégonflement de bulles. On veut pas. Non. On veut continuer à courir. Non, mais il faut s'arrêter de temps en temps. Il faut reprendre sa respiration. Florence, le marché est au plus haut, hein, le S&P 500 là est au plus haut historique. Alors peut-être moi ce que je voudrais dire c'est qu'on parle de bulles. Et en fait, je pense que moi, la situation actuelle, elle est différente des bulles classiques, puisque la bulle classique, c'est vraiment la croyance sur un actif particulier. Donc, je ne sais pas, je prends les tulipes, évidemment, voilà, la crise de la tulipe, les années 2000, la tech, enfin bon. Et donc, là, c'est différent, parce que si les valorisations sont élevées, c'est parce qu'il y a des banques centrales qui ont appuyé sur un bouton. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une croyance sur un secteur. On peut parler, après, il y a le Bitcoin, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne globalement les marchés à actions, c'est pas la bulle typique qui est un peu générée. Là, c'est vraiment l'action des banques centrales. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est là pour appuyer sur un bouton, on l'a dit, la sortie de crise, ça va être compliqué, il faut gérer les attentes des marchés, il faut y aller progressivement, mais bon, elle est quand même enclenchée. Là, la Réserve fédérale, elle nous dit qu'elle va normaliser. Si elle le fait en douceur et que ça se passe bien, bon, peut-être qu'il y aura, bien sûr, il y aura des prises de bénéfices, des corrections, mais comme tu le disais, c'est la vie normale des marchés. Moi, je ne vois pas d'éclatement de bulle dans un scénario central, parce que de facto, on n'est pas dans une bulle typique. Donc oui, je sais pas. Non, mais volatilité, les risques de marché attachés à la normalisation, oui. Non, mais voilà. Volatilité, mais régime de volatilité peut-être plus je vois élevé pas que ce qu'on a du connu, tout mais pas un éclatement de bulle avec un effondrement des marchés, comme on l'a eu dans les années 2000, par exemple. Christian, un mot là sur les risques de marché, et puis on va pouvoir peut-être prendre une ou deux questions rapidement en essayant de rattraper un peu notre retard. Juste un mot, moi je pense qu'il faut raisonner, on va remettre du risque dans les marchés. C'est la seule façon, mais il ne faut pas en remettre trop. Mais faut pas faut le faire. C'est-à-dire que l'heure aujourd'hui est venue. Alors c'est vrai qu'on a eu cette crise épidémique, mais cette crise épidémique s'est traduite paradoxalement où on a enlevé tout risque au marché. Ils en ont conscience, les investisseurs, et je dis les grands investisseurs, de ce risque-là, ou est-ce que tout le monde est BA dans une forme de complaisance? Mais bien sûr, mais regardez, moi je suis assez étonné. La dernière enquête de BOA qui a été publiée avant-hier, là, elle est assez impressionnante parce que les investisseurs ont conscience qu'il y a un risque inflationniste, ils ont conscience que la Fed va monter ses taux, ils ont conscience que l'économie va ralentir, que les marges des entreprises vont baisser, que les profits vont ralentir. Alors, quand vous dites ça, bon, je dis voilà. C'est bien. Hein. Tout le monde est au courant. Après, on leur pose la question quelle est votre allocation d'actifs? Action. Voilà. Bah oui, parce que pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est trop tôt, parce que on se dit s'il y a un problème, les banquiers centraux sont là. S'il y a un problème, si ça ralentit trop, ils vont réinjecter. Et les taux longs finalement sont très bas. Donc aujourd'hui, ils disent on met rien sur les taux longs, on met tout sur les actions et on n'a pas de perception de risque. Donc le problème aujourd'hui, et c'est ça le gros risque, c'est qu'il va falloir resensibiliser les marchés, parce que leur faire comprendre que les banquiers centraux sont prêts à accepter des corrections, sont prêts à aujourd'hui qu'il y a un risque économique qui est là et on ne va pas non plus faire quoi qu'il en coûte pour sauver ce risque économique. C'était bon quand il y avait le Covid, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui et ça c'est le grand mouvement de 2022 parce qu'il va falloir que la Fed elle commence à réduire ses achats et même si l'économie américaine ralentit, elle continuera de ralentir ses achats. La BCE avait un programme d'achat obligataire pandémique. Le mot pandémique est important. C'était pour durant la phase. Alors, elle va peut-être grossir son autre programme, mais globalement, elle n'achètera plus autant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Italie ne redresse pas ses finances publiques ou la France, le risque pays va revenir. Puisqu'aujourd'hui, vous n'aviez pas de risque pays. Parce que dès qu'un pays, si un pays faisait n'importe quoi avec ses finances publiques, la BCE achetait plus que n'émettait le pays. Donc on pouvait faire des dépenses publiques. Là maintenant on va commencer de nouveau à regarder la dynamique des finances publiques et on va remettre du risque sur les différentes dettes et on va s'apercevoir est-ce que l'Allemagne s'en sort mieux que la France ou l'Italie. Donc, et ça va falloir l'accepter, ce retour du risque. Donc les fondamentaux vont revenir quand même dans la logique de marché. Le tout problème de ça, c'est que quand vous avez vraiment le risque, c'est que vous avez tiré beaucoup sur l'élastique, vous avez donné une image qui n'avait plus de risque et puis d'un seul coup vous lâchez.
faut pas que ça vienne trop rapidement. Donc c'est là où ça sera très compliqué en termes de communication, mais il faut remettre du risque sur les marchés, donc accepter plus de volatilité des marchés. Bon, remettre du risque dans les marchés, on va s'arrêter là avec vous trois pour cette table ronde. Je ne sais pas si on a le temps peut-être de prendre une question rapide dans la salle. Encore une fois, si vous avez des questions, peut-être une rapide. Oui, j'ai vu une main qui se levait rapidement, et puis on passera à l'analyse technique juste après. On en prend une rapidement, et puis les autres questions pourront être traitées ultérieurement ou à l'occasion du cocktail. Oui, j'ai 3 questions, mais très courtes. Première question, il y a une évolution depuis 25 ans dans les objectifs que s'assignent les banques centrales, dont la conclusion est que les banques centrales sont de plus en plus assujetties au marché, comme M. Touati l'a souligné, mais également potentiellement politique. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de gouvernance, de nomination, de technicité des personnes qui sont nommées? Deuxième question, vous dites que les banques centrales ont une politique pragmatique. N'est-ce pas plutôt que l'arbre des possibilités ne comporte plus qu'une branche et qu'elles sont acculées suite à ce glissement dans leurs objectifs qu'elles se sont assignés depuis 25 ans? Et troisième question, simplement pour reprendre le format du départ, sur une notation de 1 à 10, 10 étant un risque certain et 0, disons, étant un risque nul, dans quelle mesure pensez-vous que la catastrophe est inévitable ou pas dans un horizon qui est court? Bon, rapidement Marc, mais c'est une discussion complète là, donc on va pas repartir pour un tour, mais rapidement. Non, je pense qu'effectivement, il y a un problème, malheureusement, aujourd'hui, d'indépendance, entre guillemets, des banques centrales qui regardent trop justement les considérations politiques et pas assez, effectivement, l'économie. Je ne dis pas que c'est facile, attention, mais malheureusement, elles ont, de ce point de vue-là, elles ont perdu en crédibilité. Pour moi, aujourd'hui, la Banque centrale, je me souviens, Alan Greenspan, ceux qui s'en souviennent, la bulle Internet, c'est Alan Greenspan, notamment, qui l'a fait dégonfler, il a monté les taux, mais surtout, il a dit, on a une exubérance irrationnelle. Il a fait son boulot, il dit, ça va trop loin. Aujourd'hui, non, on veut alimenter les bulles. Donc, les banquiers centraux, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de la situation. On savait pour les politiques, et aussi, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, c'est la difficulté. Quant à la notation, sur le risque, moi je pense qu'on est quand même au moins à 7. C'est-à-dire que le risque va arriver malheureusement. Et après, il va falloir le gérer. C'est là où on va voir justement si les banquiers centraux sont bons ou pas. Est-ce qu'ils vont savoir gérer le risque? Mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur du risque. C'est ça le problème. Les crises, les risques, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on ne veut plus se faire mal, on ne veut plus voir la réalité. Ça fait partie de la vie. C'est la nature des marchés, en tout cas, oui, d'être un minimum risqué. On parle d'actifs risqués pour ça. Et l'idée, c'est que la normalisation des politiques monétaires va remettre du risque dans les marchés. Merci à vous trois. Florence Barjou, qui était avec nous, directrice des investissements de Lyxor Asset Management, Christian Parizeau, économiste et président du cabinet d'analyse économique Altair Economics, Marc Touati, avec nous également, le président d'ACDFI. Merci à vous trois. Avec plaisir, merci à vous. Bonne soirée.